Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1106 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 octobre 2025. Cette émission vous est présentée par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Aurore Deligny pour parler de photographie en mode manuel. Tous, absolument tous les hybrides actuels peuvent être utilisés de manière plus ou moins intuitive en mode manuel. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, des automatismes poussés à leur paroxysme, des technologies d'identification et de suivi du sujet, quel est l'intérêt pour un photographe ou même un vidéaste de passer en mode manuel ? En guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage de Guillaume Moreau, professeur de photographie Bac Pro et BTS à la Profoto à Sadier-des-Vosges, à qui nous avons posé cette question. Moi, il me semble important en effet de savoir ce qu'on fait lorsqu'on utilise un outil. C'est un peu le sens aussi des formations en photographie, d'emmener les élèves à savoir maîtriser leur outil. La question du mode manuel, elle est intéressante. Alors déjà, il faut savoir ce que l'on entend par mode manuel. Est-ce qu'on parle de l'autofocus ou est-ce qu'on parle de la mesure d'exposition? Pour ce qui est de la mesure de la lumière, c'est autre chose. Il y a d'un point de vue pédagogique, comprendre, les effets du diaphragme, de la vitesse ou, même du, changement de sensibilité de son boîtier, esthétiquement sur son image et ensuite d'un point de vue, pratique pour les professionnels, il y a quelques situations où, le mode manuel, va s'avérer, presque obligatoire. Alors c'est quelque chose quand on est un photographe amateur, on prend pas forcément conscience, mais, par exemple un photographe professionnel qui va travailler avec du flash de studio, eh bien, il va falloir qu'il se mette en mode manuel parce que le boîtier pourra pas systématiquement travailler avec les automatismes, du flash. Alors après, il y a quelques flashs qui permettent de travailler en automatique, et en mesure TTL, mais ça reste encore, des flashs très, très haut de gamme et qui sont pas forcément à la portée de tout le monde. Il y a aussi cette, envie, d'aller plus loin et parfois c'est en se plongeant dans, des tutos, des vidéos, voire même des fois même le mode d'emploi de son appareil photo. Et en effet, il y a une satisfaction qui vient du fait de maîtriser son appareil et puis aussi, de, résoudre des, problématiques, liées, à comprendre, pourquoi l'effet de flou, finalement, il est réussi avec, ce réglage de vitesse. Pourquoi cette profondeur de champ, elle est obtenue avec, cette valeur de diaphragme. Bon, on comprend qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte dans cette approche. Il y a une approche pédagogique évidente, il y a une approche artistique, esthétique autour de l'image, et puis il y a aussi la question du plaisir. C'est important, Aurore, de comprendre comment fonctionne la création d'une image sur son appareil photo. Je pense. Surtout si on veut reproduire les effets. Heureusement que tu as dit oui. Non, ça Non, mais sert à rien. quand je Fin dis je d'émission. pense, c'est non. Oh, le Non, cauchemar. j'en suis convaincue, hein. Je le vois au niveau des formations. Alors parfois, je peux avoir des étudiants qui me disent j'ai fait ça, je suis très content, mais sauf qu'ils savent pas comment ils l'ont fait, donc ils pourront pas le reproduire. Donc l'idée de comprendre ce qu'on fait, même quand c'est un effet, je sais pas, certains vont chercher à obtenir des images floues. Ok, mais si on veut faire une série avec le même flou, il faut savoir comment l'obtenir. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est mieux de savoir. Et puis, généralement, quand j'ai des gens en formation, par exemple à la Nikon School, l'idée, ils ont un super boîtier, ils voient bien que c'est un super boîtier et ils savent pas s'en servir. Au bout d'un moment, ils ont quand même un mode auto, donc ils pourraient faire des photos sans connaître les réglages. Mais ce qu'ils viennent chercher, c'est de prendre la main un peu, de faire leurs propres réglages. Pour moi, la photo, c'est avoir une intention par rapport à un sujet. C'est en ce sens-là, tout à l'heure, je disais, la technique, oui. Moi, je suis beaucoup sur l'intention, en fait. Voilà. Les chiffres, ils sont là pour servir notre intention. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque inciter les gens à démarrer à nouveau en argentique, ce qui est quand même une belle école? Petite perso, j'avais commencé avec un petit CL familial, un Leica CL, pas actuel, mais des années 70, le Leica du pauvre, on le surnommait, où tout se fait à la main, entre guillemets, même la mise au point, la mesure de la lumière, etc. Donc, est-ce que toi, tu vas conseiller ça aussi? Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on aura peut-être moins tendance à se poser de questions parce qu'on peut obtenir, on va dire, de jolies photos sans faire de réglages. Mais quand on comprend pas ce qu'on fait, pour moi, on va pas au bout des choses.
Puis il y a le plaisir aussi de faire manuellement, je pense. De vraiment, c'est moi qui l'ai fait. Je crois que le mode manuel, il fait quand même rêver Ouais, pas le mal plaisir, il est de, important. Hein. pas mal de Il a photographes. cité Arthur, ça fait partie des critères et c'est hyper important. Le plaisir de manipuler l'objet, etc., d'avoir la main mise sur les choses, c'est vraiment, ça participe au retour à la mise au point manuelle. Puis ce qui est assez fabuleux finalement dans la photographie, c'est que les bases fondamentales de fonctionnement de l'appareil n'ont pas changé. Alors ok, Non, c'est maintenant vrai. on est Ouais. en numérique avec des assistances, des machins, des Ouais. trucs, des bidules, mais je veux dire un appareil photo argentique réflexe par exemple fonctionne grosso modo de la même manière qu'un appareil photo numérique. On a une surface sensible, on a un objectif qui crée une image, on a un diaphragme, on a une vitesse d'obturation et on a une sensibilité ISO qu'on choisissait sur le film à l'époque et qu'on peut choisir dans les menus de l'appareil maintenant. Tu nous partageais tout à l'heure, avant qu'on commence cet enregistrement, que quand tu t'es mise au numérique, ça t'a fait un peu flipper finalement tous ces systèmes de menus. Parce qu'en fait, le numérique a rajouté des paramètres qu'on n'avait pas à l'époque de l'argentique. Donc d'une certaine façon, ça a complexifié l'équation. Moi, j'en suis bien d'accord, même si ça ouvre aussi le champ des possibles. La première fois où j'ai eu un réflexe numérique en main, je ne savais plus faire une photo. J'ai tout raté ce jour-là. Je voyais des choses qui clignotaient et en fait, ça fait... enfin, comment dire, le fait que je fasse de la formation, c'est lié à deux choses. D'abord, la photo, c'est mon père qui m'a transmis la passion et qui m'a tout appris. Donc, ça s'est vraiment passé, on va dire, en transmission de personne à personne. Et puis, voilà, cette fois-là où je me suis retrouvée complètement perdue, alors que je maîtrisais quand même pas mal les choses en argentique, m'a donné envie aussi d'expliquer aux gens qui se retrouvent. J'ai pas tous, hein, j'ai des jeunes en formation, mais j'ai aussi des personnes, des fois, qui ont arrêté la photo pendant des années, qui reprennent une fois qu'elles ont un peu plus de temps, par exemple, à la retraite, et elles se retrouvent complètement perdues avec les appareils photo numériques. Mais qu'est-ce qui a fait à l'époque que tu as été perdu? Parce que finalement, tu passais de l'argentique au numérique, mais à l'époque, on était sur des réflexes, donc il y avait toujours un pentaprisme, il y avait toujours, ou un pentamiroir, il y avait toujours quand même un lien avec le réel. Tandis qu'aujourd'hui, par contre, on peut être très très perturbé avec les fameux viseurs électroniques. Ouais, mais je saurais plus trop dire. Enfin, en fait, il fallait appuyer sur des boutons pour avoir accès aux fonctions. Moi, je trouvais ça très compliqué. Là où on peut tourner une bague, enfin voilà. Puis c'est vrai que, ne serait-ce qu'effectivement sur la sensibilité ISO, déjà elle était réglée, quoi. Oui, On l'avait ouais, ouais. choisie Ah, au c'est niveau sûr. du film. Il n'y avait plus besoin de s'en préoccuper. Puis après, il y a eu tout ce qui était justement ce qui me perturbait le plus, je crois, c'était tout ce qui était autofocus, où j'arrivais pas du tout à comprendre. Pourquoi il y Ah, avait les différents réglages, modes et peut-être, ah oui, oui, de tous les réglages l'autofocus. autofocus. Parce qu'il y Là avait où des réflexes autofocus argentiques, bien évidemment, mais ouais, c'est mais vrai j'avais que pas ça ça. allait pas aussi loin, quoi. Non, et puis Ouais. j'avais pas ce genre de choses. J'étais vraiment en argentique sur des boîtiers tout manuels. Et enfin, je comprenais pas ces espèces de carrés qui clignotaient. Et ça sert à quoi? Et pourquoi il y a plusieurs types d'autofocus? Celui qui est plus adapté à la prise de vue de sujet fixe, celui qui est plus adapté à la prise de sujet en mouvement. C'est vraiment des choses, ouais. Et je me disais, mais c'était tellement simple de tourner à la bague et on arrivait quand même à faire des photos. Bon, aujourd'hui, j'avoue que... T'as changé d'avis quand même. Oui, quand même, quand même. Je vois l'utilité à certains moments de choses plus automatisées, on va dire. Alors, je vais prendre ma petite casquette de Père Castor, raconte-nous une histoire, pour sensibiliser un petit peu nos auditeurs sur finalement la date d'arrivée de certaines technologies automatiques qui nous paraissent d'une évidence folle aujourd'hui, qui ne sont pas des technologies si anciennes que ça. Pour vous donner quelques points de repère, c'est en 1976, sur le Canon AE1, qu'est arrivé pour la première fois un mode priorité à la vitesse avec une mesure TTL, donc ça veut dire à travers l'objectif, associé à un microprocesseur. 1976. L'autofocus, sur un compact, c'est 1977. C'était le Konica C35 AF. Et accrochez-vous, l'autofocus sur un réflexe, c'est 1985. L'année de mon arrivée sur cette magnifique planète. Je vous laisse faire le calcul de mon âge, je vais avoir 40 ans dans quelques semaines. Et c'était sur le Minolta 7000. Donc finalement, ces technologies qui nous paraissent d'une banalité totale aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça.
Alors, on a évoqué la notion de plaisir. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette idée-là. En quoi, finalement, vous pensez que le plaisir intervient dans cette approche de la photographie, cette vision de la photographie, cette manière de travailler en mode manuel? Aurore. Je pense une certaine fierté à faire soi-même plutôt que laisser la part belle aux ingénieurs. Voilà, et puis maîtriser chacun des paramètres, se dire par exemple je veux une faible ouverture, mais aussi régler sa vitesse en fonction du sujet. Est-ce qu'on veut du mouvement, pas du mouvement, enfin est-ce qu'on fige un mouvement ou au contraire montrer du mouvement, puis après réguler l'ISO. Enfin, on peut avoir la main du coup sur le flou de profondeur de champ, sur la netteté ou le flou sur un sujet en mouvement, et puis éventuellement sur la granulation liée à l'éventuelle montée en ISO. Mais c'est un peu nous qui décidons, en fait, on est maître, quoi. En fait, on est maître de son image. Oui, puis on voit le retour à la mode des boîtiers dits rétro maintenant depuis quelques années. Bon, ça avait été notamment amorcé avec la série des X100 chez Fuji ou des OM chez Feu Olympus et désormais OM System. Ça veut dire qu'il y a aussi le plaisir, on va dire, de la manipulation, tout simplement. C'est-à-dire de retourner aux bagues, aux molettes, etc. et sans passer par les menus. Et ça simplifie quand même beaucoup les choses aussi. Si tu parlais de ton appréhension face aux différents paramètres d'autofocus à une époque, etc. Aujourd'hui, certains boîtiers permettent vraiment de s'affranchir de tout ça en allant à l'essentiel. Et donc, le retour à la mise au point manuelle, ça peut être ça aussi. Ça peut être une molette dédiée à la sensibilité, à la correction d'exposition, à la vitesse, à l'ouverture sur l'optique. Et on y va en photographie, quoi. Il y a même Leica qui a sorti un boîtier numérique, un peu hors norme, hors cadre, dépourvu d'écran arrière, où finalement, il n'y a que le M60. Alors 4 réglages. Oui. Voilà, c'est du numérique, mais c'est un peu extrême. En manuel total, quoi. C'est extrême, évidemment. Tout à fait, un petit peu extrême. Alors, on va commencer notre exploration des modes manuels en s'intéressant à la mise au point. Il est possible, avec n'importe quel objectif, de débrayer la motorisation autofocus et de basculer en mise au point manuelle. Alors, Aurore, malgré les efforts des constructeurs sur les technologies autofocus ces dernières années, et Dieu sait si on en a parlé à ces micros, il y a encore beaucoup de photographes, et on va le voir, beaucoup de vidéastes aussi, qui ne jurent que par la mise au point manuelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas de figure où on va être peut-être plus précis en étant en mise au point manuelle. Alors, si je donne quelques exemples, il y aurait la photo macro, justement, quand on est très, très photographie près. culinaire, toi, j'imagine que tu ne jures que par ça. J'en fais beaucoup de mise au point manuelle. Et puis, en plus, il y a des systèmes à l'heure actuelle qui nous permettent d'être extrêmement précis. Je pense aux fonctions de zoom numérique, et puis éventuellement au focus picking. Donc, c'est vrai que il y a quelques temps, peut-être encore, ça pouvait paraître un peu plus compliqué de réaliser des mises au point manuelles avec des bagues très souples, faites justement plutôt pour l'autofocus. Aujourd'hui, on a vraiment des outils qui sont très, très pratiques pour nous aider pour les mises au point manuelles. Donc, si je reprends les cas de figure, par contre, je parlais de la photographie macro, où c'est vrai que parfois, un petit décalage de mise au point et c'est loupé. La profondeur de champ est tellement petite qu'on est au pouillème de millimètres, quoi. Exactement. Et donc, si c'est un peu décalé, des fois, l'effet est complètement raté. Ça m'est arrivé. Il y a des cas de figure aussi, parfois en basse lumière, où l'autofocus, pour bien fonctionner, il va avoir besoin de lumière, de contraste. Donc, si on est dans des cas de figure où il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de contraste, la mise au point manuelle va s'avérer plus simple. Il peut y avoir des cas de figure où on n'a pas le sujet. Je pense à la photographie d'éclair, par exemple. Bien sûr, évidemment. Et donc, si on est en autofocus, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ils sont rapides maintenant, mais pas suffisamment. Rapides, certes, mais il faut qu'ils trouvent.
Voilà, et c'est vrai que tu parlais de la vidéo. En vidéo aussi, ça peut être très intéressant de gérer sa mise au point de manière manuelle, soit pour éviter que l'objectif, enfin, je l'ai observé, moi, ça, quand Pompe. on... Voilà, exactement. Je trouvais pas le terme, mais du coup, ça fait... Enfin, c'est compliqué, quoi, à gérer après, derrière, en post-production. Il peut y avoir certains objectifs, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus, qui ne sont pas tout à fait discrets non plus, donc pas toujours pratiques si on a besoin aussi d'avoir le son. Et puis après, ça peut être pour faire des effets, par exemple, de glissement, de mise au point précise d'un sujet à un autre, ou encore, ça, moi je le fais pas mal dans les petites vidéos que je fais, mais par exemple, partir d'un plan flou pour arriver sur du net, ou inversement. Ouais, même si là, je vais me faire l'avocat du diable. Hmm. Pour le coup, il y a beaucoup de fonctions qui ont vachement évolué et rendu un petit peu plus simple la gestion de la mise au point ou de la profondeur de champ. Par exemple, le focus stacking, par exemple, le focus stacking, notamment pour de la macro, en photo culinaire, hein, ça peut permettre d'agrandir la profondeur de champ, même à main levée, hein, c'est possible. Donc, de ne pas être forcément hyper précis au moment de la mise au point, mais de l'optimiser. Donc, en fait, c'est un contre-exemple. Là où peut-être la mise au point manuelle va être chouette, c'est avec des optiques anciennes, du coup, qui sont hyper agréables à manipuler, qui ont été conçues pour ça. S'il y a quand même un biais là aussi, c'est que beaucoup d'optiques, à l'heure actuelle, toutes marques confondues d'ailleurs, n'ont pas forcément des bacs de mise au point qui incitent à les manipuler et qui sont conçus pour ça, sauf sur des optiques assez haut de gamme. Ouais. Mais parfois, quand on bascule en mise au point manuelle, on peut avoir la désagréable surprise d'avoir une bague qui tourne trop vite ou qui tourne, qui du coup n'est pas assez précise, quoi. Il y a plein de critères à prendre en compte. Donc, on a la fluidité, la largeur et le confort de manipulation. On a la longueur de la course, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre la mise au point minimale et l'infini en rotation, qui va avoir un impact évidemment sur la précision. Et puis, il y a la conception même de la bague autofocus. Certaines bagues, de la bague de mise au point manuelle, pardon. Certaines bagues de mise au point manuelle ne font que commander le moteur autofocus qui va venir déplacer les lentilles. D'autres bagues de mise au point manuelle vont mécaniquement venir déplacer une ou un groupe de lentilles pour assurer la mise au point. Et puis, il y a un truc qui est utilisé très régulièrement par pas mal de photographes, c'est ce qu'on appelle la retouche manuelle du point. Alors, c'est un espèce de truc un peu hybride entre une mise au point manuelle et un autofocus. Ça, typiquement, dans quel type de situation on peut être amené à utiliser cette fonctionnalité? Alors, moi, pour l'essentiel, je l'ai vu chez des personnes, des photographes qui cherchaient plutôt à obtenir des images plus floues, plus douces que trop nettes. Ouais. Ah, alors moi j'ai des contre-exemples, enfin ou du moins des exemples précis en tête, mais qui sont presque même perso ou vécus avec des photographes animaliers. C'est par exemple aller chercher un sujet au milieu de branches très fines, un oiseau par exemple, dans un enchevêtrement comme ça de branches, de feuilles, etc. À un moment, l'AF il est paumé. Donc c'est pas mal parce que au lieu de repartir de zéro, on a fait un petit coup d'AF sur les branches qui sont juste devant le sujet. La retouche manuelle du point, donc, il faut l'activer déjà dans les menus la plupart du temps et avoir une optique aussi adéquate avec tout ce qu'on a décrit auparavant. Une bague de mise au point assez douce, c'est quand même plus agréable. Et là, on va gentiment basculer et arriver à avoir le sujet se dessiner dans le viseur derrière les branches. Mais voilà, après, ça demande un petit peu d'habitude aussi quand même. C'est pas intuitif, hein, je trouve, la mise au point manuelle. Il faut s'essayer avant parce que parfois, la course, elle est vraiment... elle peut être infime, elle peut être très très courte en fonction de la focale qu'on utilise. Et puis, il y a aussi le cas de figure où finalement, le système autofocus de l'appareil ne peut pas comprendre ce qu'on a envie de réaliser. Benjamin, on a rencontré beaucoup de photographes à ces micros, dont certains avaient une approche, un travail sur le flou très particulier. Bon, alors je pense par exemple à Ghislain Simard, on évoquait la macro tout à l'heure, qui lui a même une approche esthétique du flou d'avant-plan. Dans certains cas, on veut du flou et en fait, on ne veut pas que l'appareil photo fasse la mise au point sur le sujet qui, pour lui, va sembler évident. Alors, dans le cas de Ghislain, donc, c'est plus simple. Il suffit d'utiliser une optique comme le Noct, C'est ça. qui a une ouverture à 0,95. Et qui n'a pas d'AF. Sans AF, évidemment, à 58 mm. Pourquoi se simplifier la vie? Donc là, fatalement, dans l'univers du flou, on est pas mal. Là, on va être bien. C'est plus facile qu'avec une optique dernier cri,
hyper rapide qui, avec tous les algorithmes AF qu'il faut, détection d'insectes, de vélos, etc., qui font qu'on rate presque plus une image. Donc c'est vrai que l'intention artistique va être servie par l'outil qu'on va choisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta sensation, toi qui as l'habitude de travailler avec des optiques Nikon, sur justement la manipulation de la ou des bagues de mise au point manuelle sur tes différents objectifs? Moi, en tout cas, je rencontre pas de gêne. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Mais pour tout matériel, hein, quand on change de boîtier, je sais pas, je dirais même au niveau du déclenchement, par exemple, c'est pas la même appréhension d'un Mhm. appareil photo à l'autre ou comment dire, d'un modèle à l'autre, puisqu'on a un peu changé de génération avec le passage à l'hybride. Euh, c'est vrai que comme ça, j'aurais tendance à dire que les objectifs actuels sont davantage faits pour fonctionner en autofocus. Et après, il va falloir prendre l'habitude, puisque voilà, je rejoins ce que disait Benjamin tout à l'heure, sur le fait que certaines optiques ne sont pas vraiment faites pour faire des mises au point manuelles. Mais voilà, ça va être s'entraîner, quoi, finalement. Il faut s'entraîner. Une fois qu'on connaît bien son matériel, en général, on y arrive. Si on sait qu'elle va aller très vite, c'est à nous de prendre le coup de main. Voilà. Et comme je disais dernièrement, moi j'ai repris un peu l'argentique. Justement, ça m'a fait très drôle de repasser sur un objectif là où il fallait tourner la bague et j'ai l'impression qu'elle est dure. J'ai plus l'habitude. Ouais, Donc je me réhabitue dans l'autre sens. Voilà. c'est ça, c'est s'entraîner et c'est parfois même bricoler. Là, je repense à la vidéo. J'ouvre une petite parenthèse. Tu parlais tout à l'heure d'une course de mise au point, par exemple basculer d'un avant-plan à un arrière-plan, donc faire une progression nette, flou net, on va dire, qui peut être déterminée dans les menus avec des optiques AF. Désormais, on peut vraiment le faire. Si on le fait à la main, entre guillemets, moi dans une formation ciné, on nous faisait gaffer 2 allumettes sur l'optique même pour déterminer la course qu'on aura auparavant anticipée. Donc à ne pas faire forcément avec des sujets très rapides. Mais ça peut être sur une nature morte ou alors quelqu'un qui va se déplacer d'un point à un autre, mais il faut déterminer sa vitesse de marche, etc. On positionne les allumettes au bon endroit sur les 2 endroits de l'optique et on saura exactement à quel endroit effectuer la mise au point et la course à faire, en fait. Donc, c'est un truc qui marche vraiment super bien et ça résume aussi pas mal ce qu'est l'univers de la vidéo de manière générale, qui tourne beaucoup autour du bricolage. Ayez du gaffeur sur vous. Mais ce que tu décris là, Benjamin, c'est un métier et même un art. Sur des tournages de cinéma, on a généralement le premier assistant caméra qui fait office de pointeur et qui ne s'occupe que de la mise au point et dont les meilleurs amis sont effectivement des rouleaux de scotch de différentes couleurs. Quand on a un budget, effectivement, on peut se permettre d'avoir ça. Là, bon, je pars du principe modeste et peut-être réaliste, qu'on va être tout seul avec son appareil et puis enregistrer du son, faire la mise au point, le cadrage, écrire peut-être le scénario. Bon, voilà. Et participer au Nikon Film Festival. Alors, la réflexion du manuel, elle peut aussi s'étendre à d'autres paramètres de prise de vue qui sont naturellement, là aussi, hérités de l'argentique. En argentique, on choisissait un type de pellicule, en négatif couleur par exemple. Il fallait choisir un film avec une sensibilité fixe et aussi un équilibrage en fonction d'un illuminant. Généralement, on avait le choix entre un film équilibré pour la lumière du jour ou un film équilibré pour un éclairage artificiel tungstène. Ces choix dépendaient donc des conditions de prise de vue et ou des types de sujets qu'on souhaitait photographier. En numérique, on retrouve naturellement ces paramètres sous les noms de sensibilité ISO et balance des blancs que l'on peut utiliser en mode tout automatique ou manuel. Aurore, quel serait l'intérêt selon toi de prendre la main sur le choix de la sensibilité ISO? Le choix de la sensibilité ISO, alors toujours pareil, j'ai fait beaucoup d'argentique, je fais beaucoup de photos studio, donc j'ai tendance à avoir du mal avec les montées en ISO, même Ouais, si mais t'es en flash, donc t'es luxe. Exactement. Ça, on va dire, quelque part, ça, j'ai pas besoin, effectivement, de monter en ISO. Après, j'admire aussi énormément les photos de certains photographes qui utilisent des ISO très élevés pour faire... Enfin, ça donne un côté pictural, finalement, aux images. C'est pas quelque chose que j'ai tendance à faire, mais voilà. Donc, en fait, l'idée d'avoir la main sur son ISO, c'est est-ce que je veux ou pas avoir du grain, du bruit en numérique. Grain en argentique, bruit en numérique.
grain numérique qu'on peut parfois ajouter dans les boîtiers Aussi. actuels aussi, si on veut, comme tu le disais, garder la main vraiment sur toute la chaîne de l'image. Bah là, chez Fuji notamment, on peut ajouter du grain dans l'appareil. On peut décider d'un grain faible, d'un grain même plus fort. Donc ça, c'est quand même amusant à noter aussi. Mais de base, oui, si on se limite à des ISO bas, c'est surtout aussi pour, on va dire, exploiter au maximum la dynamique du capteur qui est en général donnée pour la valeur nominale ISO, qui est en général 100, qui est parfois 64. Le Z7 II, par exemple, c'est 64 ISO. Donc attention, quand vous voyez aussi les plages extensibles d'ISO, donc on peut avoir 100 à 25 600 par défaut, et on voit entre parenthèses 50, 51 200. Là, c'est des extensions et la dynamique sera moins bonne. Il faut partir plutôt 200 ISO. Voilà, bon, on pourrait consacrer une émission à ça, mais tout ça pour dire que là, c'est intéressant de prendre la main sur les ISO en paysage notamment pour exploiter au maximum la dynamique. Si on a un ciel un petit peu écrêté, un petit peu blanc, ben, ça permettra de récupérer un petit peu d'informations. Donc là, ça a vraiment un intérêt de ne pas se contenter du mode automatique de sensibilité. Et c'est tout l'intérêt aussi en vidéo de ce qu'on appelle le double ISO natif, avec Alors, 2 sensibilités nominales à choisir en fonction des conditions d'éclairage de la scène. complètement, ce qui peut parfois paraître fou d'ailleurs, parce que ce fameux double ISO natif, ce sont des valeurs qui sont... Alors, il faut vraiment, là, abandonner la casquette photo, prendre la casquette vidéo. On en parle souvent à ces micros, parce qu'on voit à quel point ces univers évoluent en parallèle, mais ont des jargons, des pratiques qui sont finalement très différentes parfois. Là, le dual natif ISO, ça peut être par exemple 800, 6400. Eh bien oui, étonnamment, l'image va être optimisée et sera meilleure à 800 ISO que à 640 ISO par exemple. Voilà. Mais ça, lisez bien aussi le manuel de vos appareils. On parle du mode manuel, lisez le manuel. Il y a un exercice un exercice qu'on peut faire qui peut être intéressant pour vraiment apprendre à connaître son appareil déjà, et puis essayer de cadrer un peu, on va dire, sa tolérance au phénomène de bruit numérique. C'est ce qu'on appelle la montée en ISO. C'est-à-dire qu'on va choisir un sujet qu'on va volontairement photographier à la même exposition en faisant varier la sensibilité ISO progressivement et regarder tranquillement, à tête reposée, sur un ordinateur, finalement à partir de quelle sensibilité on estime que visuellement, pour nous, parce que c'est un choix qui est très personnel, ça commence à devenir problématique. Ce qui va nous donner en quelque sorte une sensibilité ISO à essayer de ne pas dépasser. Et on peut même, sur certains boîtiers, contraindre la plage de sensibilité ISO utilisable par l'appareil en fonction de cette sensibilité un peu ligne rouge qu'on ne souhaite pas dépasser. Continue le raisonnement maintenant, la balance des blancs. À quel moment la balance des blancs en mode manuel, et on va voir qu'il y a plusieurs façons de faire de la balance des blancs en mode manuel, ça peut avoir un intérêt? Alors moi, j'aurais tendance à dire que dès qu'on réalise des séries d'images et qu'on veut un rendu cohérent, Alors pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas un rendu cohérent si on est en automatique? parce que la balance des blancs automatique, elle va tenir compte des proportions de couleurs du sujet dans le cadre. Après, c'est vrai que notre œil analyse mal les couleurs, comme ça, quand on voit un mur blanc, on dit que le mur est blanc. Bon, l'appareil photo le voit pas forcément de la même manière. Donc, je donne souvent, moi, l'exemple en cours des nuanciers qu'on trouve dans les magasins de bricolage, et où là, on voit bien qu'un gris peut être plus ou moins teinté de différentes couleurs, par exemple, ou toute autre couleur peut prendre une teinte selon l'éclairage, selon les composants. Et donc, pour moi, la balance des blancs automatiques, si on veut un rendu cohérent, et ça les gens l'observent aussi assez facilement, puisque par défaut, les appareils photo sont réglés sur la balance des blancs automatiques. Quand ils ne connaissent pas ce réglage-là, ils y touchent pas. Ouais. Ils ne savent pas trop à quoi ça sert, donc ils y touchent pas. Puis je leur dis, vous avez peut-être fait déjà des photos chez vous, un coup dans une direction de la pièce et puis un coup dans une autre direction. Et là, ils voient bien que la couleur du mur, du sol a complètement varié. Ouais. Voilà. Donc, pour tout ce qui est série de photos, moi, je conseille vraiment, même si ça se corrige, la balance des blancs en post-production. En RAW, pas en JPEG. Ouais, alors déjà, effectivement, en RAW, ça sera plus facile qu'en JPEG. C'est pas que c'est plus facile, c'est qu'on sent
tape complètement de la balance des blancs quand on travaille en RAW. Bah oui, Bah et oui et ça non. fait même aller jusqu'au bout de la démarche on se fait encore l'avocat du diable. Parce que si on veut vraiment aller en manuel, on peut se dire, ou refaire référence à l'argentique, qu'en RAW, on va repartir d'une pellicule numérique vierge quelque part, sur laquelle on peut revoir le réglage, notamment de la balance des blancs. C'est vrai dans une certaine mesure pour l'exposition, mais pas autant. La balance des blancs, on a l'impression, mais peut-être que tu vas nous dire autre chose, que on peut repartir de zéro et appliquer à la série, comme tu le dis là, en sélectionnant, en faisant un batch, comme on dit, en sélectionnant plusieurs, appliquer à la pipette une dominante colorée qui va s'appliquer à toute la série d'images, en fait. Oui, on peut le faire. Après, moi, c'est vrai que je préfère faire directement, correctement à la prise de vue. Mais parce que tu es une élève appliquée et que moi, je suis Non. feignant. Tout ce qui est fait à la prise de vue n'est pas à faire en post-production. Et tout le monde, d'ailleurs, n'a pas forcément envie de travailler en RAW et de se taper un logiciel d'érotisation. Ah ben, ça dépend des appareils, en fait. On a parlé de Fuji tout à l'heure, mais c'est la seule marque avec laquelle je fais du JPEG et avec laquelle je m'applique, parce que j'aime bien leur JPEG, enfin, j'aime bien les simulations de films. Donc j'aime bien le rendu qui soit colorimétrique ou la patte de chacun de ces modes d'emblée. Donc je vais m'appliquer. Par contre, toutes les autres marques au format RAW, bah, je préfère faire ce que j'ai décrit là précédemment, c'est-à-dire sélectionner une série d'images et puis ensuite appliquer une température de couleur. Mais après, qui peut le plus, peut le moins. Je veux dire, à partir du moment où on fait tout à la prise de vue, ça fait moins de temps consacré à l'editing. Bah, moi, je te donnerai deux exemples. Déjà, j'ai des clients qui sont souvent avec moi sur les shootings et que je ne peux pas leur proposer n'importe quoi. Ah oui, ça, c'est une raison. Bah oui, oui. Voilà. Donc, même si, alors, parfois, ils ne se rendent pas compte que l'écran avec lequel je bosse n'est pas forcément calibré et que je repasse derrière. Puis parfois, ils veulent du très, très chaud, mais ils ne se rendent pas compte, toujours pareil, que c'est trop chaud. Donc, C'est brûlant, là. je leur fais C'est rouge, les plaisir gars, là. et je recorrige derrière pour que ça soit OK dans l'esprit de ce qu'ils veulent. Parce que, alors, on parle de balance des blancs, mais là, je suis en train de nous parler justement de dominante colorée. Une dominante colorée, ce n'est pas toujours quelque chose à proscrire complètement. Oui, ça non, peut c'est sûr. participer à l'ambiance. Et puis, deuxième chose, la plupart du temps, je vais traiter mes photos moi-même, mais pas toujours. Ah bah oui, non mais ça c'est J'ai deux des cas cas de figure. très pratiques et très, très spécifiques, Voilà. mais tu as raison de les J'ai des souligner. cas de figure où le retoucheur, si il Ouais. pense que j'ai voulu faire ça, ben, il va le laisser comme ça et ben, pas forcément. Bah Je là, fais ok. n'importe quoi. Là, ok. Non mais ça légitime complètement ton point de vue. Puis il y a un cas de figure aussi où travailler en balance des blancs manuel est un peu incontournable. C'est quand, par exemple, on se lance dans l'exercice de la reproduction, où là, on a vraiment besoin d'une fidélité la plus idéale possible de la restitution des couleurs de son sujet sur l'image. Et dans ce cas de figure, on peut même aller encore plus loin et se dire qu'on va aussi photographier une petite charte de couleurs pour avoir le fameux gris 18% de référence que l'on va utiliser à la pipette pour faire une balance des blancs en post-production, quoi. Bah, franchement, les petites mires Color Checker Passport, pour les ayatollahs de la couleur, c'est pas mal. C'est vraiment très compact, on peut l'avoir dans son sac photo. Et au moins, on est rassuré à ce niveau-là. Tu as raison de le signaler. Et puis, alors, c'est pareil en vidéo. En vidéo, par contre, le respect de la balance des blancs, là, Ça pardonne pas, là. c'est autre chose. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de. Enfin, moi, j'insiste là-dessus, mais photo, vidéo, ça cohabite sur les appareils photo. Néanmoins, c'est deux univers vraiment différents. Donc, on n'est pas obligé d'appliquer ce qu'on fait en photo, en vidéo. Et puis pour les fous furieux hardcore, comme on dit, on a aussi la possibilité de passer par ce qu'on appelle un thermocolorimètre qui va pouvoir nous mesurer la tu vas trop loin. température couleur Tu vas trop de loin. l'illuminant, parce que sur un appareil photo, en balance des blancs manuel, on peut travailler avec des presets ou on peut travailler Ouais. en degrés Kelvin. Tout à fait. Et donc, pour travailler en degrés Kelvin, idéalement, il faut un thermocolorimètre. Ça te rappelle, j'imagine, quelques souvenirs lointains de cours que nous avons pu avoir Très lointain, en commun. mais fort intéressant. Ensuite, et pour terminer, peut-être le plus important, l'exposition manuelle, avec le fait de prendre la main sur donc le temps de pause et ou l'ouverture afin de maîtriser le rendu de la lumière de son image et la profondeur de champ. Même si tous les appareils proposent cette possibilité, pour le coup, l'ergonomie et aussi la présence de commandes manuelles, on l'a évoqué, sont des critères ultra importants pour travailler manuellement de manière ludique, agréable et confortable. On vous propose d'écouter le témoignage de Jules Azeli de Fujifilm France qui nous parle de la vision de la marque sur cette question.
Si aujourd'hui on a autant de plaisir à utiliser un appareil Fujifilm, c'est de par la conception de son ergonomie. Pour parler de mon expérience personnelle, j'ai commencé la photographie avec un X-Pro 1. Je fais partie d'une génération qui n'a pas forcément grandi avec des réflexes, donc qui a eu déjà au commencement l'habitude d'avoir un aperçu de l'exposition, de la balance des blancs, etc. Et du coup, dans cette facilitation qui a permis l'arrivée de l'hybride, le fait de comprendre et d'avoir des molettes toujours sous les yeux et sous les doigts permet beaucoup plus facilement d'appréhender ces notions de triangle d'exposition, de compensation d'exposition en modulant un paramètre ou un autre. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur les gammes X Pro, XT, X100 et qui finalement ramène aussi à une photographie plus organique. C'est-à-dire qu'on s'implique beaucoup plus dans son image que lorsqu'on shoot tout en automatique. C'est un peu la même relation qu'on peut avoir entre quelqu'un qui va utiliser des objectifs à focale fixe ou des zooms au départ. De cette contrainte de compréhension va pouvoir sortir aussi une autre forme de créativité. Et je pense que quand on débute, c'est extrêmement important et intéressant de pouvoir manipuler sans même plus tellement y penser. C'est tous ces paramètres, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans un menu à chaque fois, on a tout sous la main, on voit comment l'image évolue en direct. Et le fait d'avoir cette approche très manuelle dans la manipulation de son boîtier induit des choses assez chouettes. Alors le plus évident et le plus historique, je pense que c'est aujourd'hui le XT5, c'est-à-dire que toute la gamme XT a été conçue autour de ces réglages de triangle d'exposition. Chez Fujifilm, on retrouve extrêmement régulièrement, on doit parler de 90% des optiques, notre DAC d'ouverture directement sur le fût de l'objectif. On a notre molette de sensibilité, notre molette de temps d'obturation, et on a notre molette de correction d'exposition si on utilise un mode semi-automatique. C'est quelque chose qu'on va retrouver également sur les X100 et aujourd'hui sur un X5 aussi. On retrouve pas mal de paramètres accessibles facilement. C'est des gammes qui de toute façon sont amenées à rester, à continuer à exister. On attend tous le renouvellement du X Pro également parce que ce que je disais tout à l'heure, on a des utilisateurs qui ne jurent que par ça. Et qui ont besoin de ce sentiment de manipulation des boîtiers pour pouvoir s'épanouir dans leurs images, dans leur création d'images. Bon, même si Fuji est particulièrement réputé sur ce sujet, c'est pas le seul constructeur qui a cette approche un peu rétro et commande manuelle. Chez Nikon aussi, il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Tout à fait. Pour ce Nikon ZF et Nikon ZFC, en général, les gens sont assez, assez partagés, je trouve. Je vois ça dans les formations quand les stagiaires se retrouvent devant la magnifique vitrine Nikon. On voit bien que ça les fait énormément rêver. Et souvent, ceux qui ont besoin de s'équiper, soit c'est un type de boîtier, c'est-à-dire plutôt ceux qui sont avec où il faut appuyer sur les touches pour accéder aux commandes, ou alors ce côté rétro qui les séduit complètement. Les avis sont assez tranchés. Et alors, pour ma part, j'ai les boîtiers plus électroniques pour le boulot et un boîtier beaucoup plus, on va dire, rétro avec bouton accessible pour mes photos perso. Même si chez Nikon, puisqu'on les cite, moi je suis encore un petit peu frustré par les optiques. La gamme Nikkor Z, puisqu'on, contrairement à Fuji, pour l'instant en tout cas, trop peu d'optiques ont des bacs de diaph et je trouve que le plaisir de ces boîtiers-là, ça va de pair avec les optiques et la manipulation de l'ouverture directement sur les optiques en fait. Donc c'est le seul petit bémol pour l'instant parce que c'est des boîtiers qui sont vraiment très réussis, le ZF avec un très beau mode noir et blanc notamment. Et ces boîtiers-là, surtout, ça permet, ils ont des écrans rentables, on peut rabattre l'écran, donc faire comme tu disais tout à l'heure Arthur, presque le Leica sans écran, on peut le rabattre. Et ce qui fait qu'on fait complètement sans la présence de l'écran LCD arrière. On manipule, on pré-règle tout avec les molettes et on peut faire la photo. Et j'ajouterais qu'il y a des boîtiers, alors plutôt experts, qui ont des afficheurs sur le dessus, ce qu'on trouvait sur beaucoup d'appareils argentiques, qui rappellent les principaux réglages, qui permettent d'anticiper sa prise de vue discrètement. On paramètre la vitesse, on paramètre l'ouverture, on a ça directement sur ce petit afficheur, sans allumer l'écran arrière, donc on reste discret. On peut mettre l'appareil à hauteur d'œil ou même le faire à la volée, mettons, en street photo.
et faire une photo avec l'entière main mise sur les réglages. Et moi, je déplore que trop peu d'appareils aient cet afficheur. Par exemple, chez Lumix, ils avaient la gamme S1 au début qui les avait, c'était chouette. Depuis, ils l'ont abandonné. Il n'y a que Canon sur le R5 Mark II, il y a Nikon sur les ZZ2 ou autres, qui le conservent et tant mieux. Après, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ces boîtiers au look rétro avec plein de commandes manuelles pour travailler de manière confortable en manuel. La base, c'est quand même d'avoir un boîtier avec un minimum d'ergonomie. Et cette ergonomie, généralement, elle est tout à fait programmable et personnalisable. À partir du moment où on a un système à double molette et puis un ou deux boutons personnalisables, normalement, on devrait être capable de travailler en manuel sans avoir à ôter l'œil du viseur et de rentrer dans les menus. Et puis, dans son témoignage, Jules, il évoque le correcteur d'exposition. Ça, c'est un paramètre qui est pas vraiment manuel, puisque finalement, il intervient sur ces fameux modes semi-automatiques qu'on appelle communément AV, TV chez Canon et A et S chez les autres constructeurs, voire même sur un mode full manuel. C'est ça, Aurore ? Oui, tout à fait. En fait, donc, si on reprend, disons que pour ce qui est des modes semi-automatiques, parfois on peut avoir des surprises au niveau de l'exposition. Comme la manière dont ils vont réagir. Bon, il y a les modes de mesure de la lumière qui peuvent être configurés, mais néanmoins, par exemple, sur une photo prise de nuit, on peut se retrouver avec un effet un peu comme pris en plein jour. Sur certaines scènes, type contre-jour, on peut aussi avoir des surprises, pas obtenir exactement ce que l'on veut, même si aujourd'hui, avec les hybrides, on voit ce qu'on fait, c'est quand même plus facile à gérer. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas de figure. Enfin, disons que ça va être plus fréquent avec les modes semi-automatiques d'aller utiliser des corrections d'exposition. Il y a aussi les scènes de spectacle qui sont assez compliquées à gérer avec des modes semi-automatiques, parce que quand les lumières sont changeantes, l'exposition va varier de manière assez systématique. L'avantage du mode manuel là-dessus, c'est qu'on va pouvoir avoir une stabilité en fait d'exposition où on peut s'arranger pour être décalé par rapport à la barre témoin d'état d'exposition si on souhaite, je sais pas, que la photo de nuit ressemble vraiment à une photo prise de nuit et pas de jour. Oui, ou tu l'as dit, il y a quand même cette différence fondamentale qui est que what you see is what you get. C'est-à-dire que là, on voit en direct le résultat, le rendu final de son image dans les viseurs électroniques. Et ça change quand même tout. Et par exemple, sur un spectacle, on peut agir sur les modes de mesure de lumière. On se met en mesure spot ou autre, direct. On a quand même désormais peu de chances de se rendre compte au bout d'une centaine d'images. Oh mince, j'ai loupé ma série, quoi. Si on regarde régulièrement ce qu'on fait, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut conseiller d'ailleurs de temps en temps pour éviter de louper toutes ces images, que ce soit la mise au point ou que ce soit la mesure de la lumière. Bon, on a quand même tous les outils à disposition pour réussir. Oui, et puis on n'est pas complètement sans filet, même quand on se met en full manuel sur un boîtier, on a l'indicateur d'exposition qui ressemble beaucoup au correcteur d'exposition avec Tout à fait. la petite flèche qui vient te dire attention, là on est sous X, là on est sur X. Puis de manière peut-être encore plus ludique et visuelle, sur certains boîtiers, on a la possibilité de faire soirée disco et de faire clignoter sur l'image les zones cramées, qui sont toutes Écrétées, ouais. à 255, ou les zones totalement enterrées qui sont à 0. Ce qui permet très rapidement, il suffit de faire disparaître un peu les clignotements pour être sûr d'avoir une exposition correcte. En vidéo, il y a des outils aussi, Benjamin, qui peuvent nous aider. Oui, bien sûr. En vidéo, on a les vidéastes connaissent ceux qui ont utilisé des caméscopes. Ils connaissent la visée noir et blanc et ils connaissent donc le Zebra qui désormais fait partie intégrante de la plupart des boîtiers hybrides actuels, qui permet de vérifier que son exposition est correcte et qu'on n'est pas en train d'avoir une image surex la plupart du temps. Quel conseil de configuration ou de manière de faire tu pourrais conseiller, Aurore, à quelqu'un, on va dire, qui a tout à fait compris la notion de triangle d'exposition, mais qui veut faire son réglage en manuel? Il commence par quoi? Par l'ouverture, le temps de pause? Quelle doit être la mécanique de réflexion dans sa tête? Pour moi, on part du sujet. Il bouge ou il bouge pas. Ou on peut
Alors, par extension, hein, sur certaines photos de paysage, on va trouver des longs temps de pause. A priori, le paysage, ça bouge pas. Mais là, on veut faire un effet, par exemple, sur de l'eau ou sur Attention un ciel. au vent. Oui, aussi. Mais et puis, peut-être envisager un trépied. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, moi, je partirais du sujet. Et après, selon le sujet, donc en général, quand le sujet bouge pas, on s'intéresse davantage à la profondeur de champ. Donc, on irait, dans ce cas-là, régler son ouverture du diaphragme en fonction de la profondeur de champ escomptée, faible ou au contraire grande. Et après, les autres paramètres vont nous permettre finalement de réguler l'exposition. C'est vraiment ça l'essentiel. Après, bien garder en tête que le temps de pause, si on le baisse trop, on peut peut-être faire un flou de bouger, que l'ISO, si on l'augmente trop, ça va faire augmenter le grain. Donc voilà, qu'est-ce qu'on souhaite d'un point de vue esthétique. Mais c'est vraiment prioriser un paramètre. Puis évidemment que si le sujet est en mouvement ou qu'on veut faire un effet de mouvement sur une image, là, il faut raisonner en termes de... Enfin, le paramètre prioritaire, ça va être la vitesse d'obturation. Et donc, après, à nous de voir si on veut figer du mouvement ou au contraire montrer le mouvement. Et là, à l'inverse, ce sera donc le paramètre de l'ouverture du diaphragme et de la sensibilité ISO qui viendront nous permettre de réguler cette exposition. C'est vrai que sur cet exercice-là, qui peut être le filet, qui est un cas typique où on a tout intérêt à basculer en mise au point manuelle, pour le coup, parce que le temps de pause va varier en fonction de la focale qu'on utilise, de la distance par rapport au sujet, de la vitesse de défilement du sujet. Enfin, il y a quand même la direction du sujet même. Quelques paramètres à prendre en compte, mais c'est un super exercice, je trouve, qu'on peut faire facilement n'importe où, par exemple sur un vélo, etc. Et c'est vraiment... hyper pédagogique, je trouve. Et en tout cas, le résultat, quand il est bon, ça fait plaisir. Et cette petite satisfaction personnelle d'avoir réussi à avoir cette petite zone de netteté avec tout le reste qui file sur l'image. Et c'est plutôt joli, quoi. C'est quand même un peu vertigineux, je pense, pour les personnes qui n'ont ni les connaissances ni l'habitude de travailler comme ça, parce qu'on se dit, OK, faut que je pense à mon triangle d'exposition, OK, donc les ISO, faut pas qu'il y ait trop haut, parce que sinon il y a du bruit, alors le sujet il bouge, ouais, mais à quelle vitesse il bouge? Ah ouais, mais moi je voulais la mise au point à cet endroit-là, puis je voulais une profondeur de champ comme ça. Ah oui, mais ça c'est pas dans... Franchement, on perd vachement en spontanéité quand même. Eh ben, tu sais quoi? Oui et non. Moi, je me souviens, quand je travaillais avec un EOS 650, j'étais étudiant à Bordeaux, je faisais de la photographie en parallèle et j'essayais de comprendre pas mal de choses, donc argentique à l'époque. Je mettais mon appareil sur un trépied et il y avait un train qui défilait. Je notais chaque vue sur un carnet, je notais ce que je faisais pour chaque vue. Je faisais développer la planche contact et je comparais. Et je comprenais comme ça Du coup, c'est pas ce qui se passait. C'est pas très spontané, quoi. Ben non, mais je veux dire, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, mais c'est vachement facile. Enfin, je veux dire, c'est devenu presque enfantin, je dirais, quoi. Mais ça reste des exercices. Reprendre la main sur les réglages, ça permet de comprendre, en fait. Tout est là, donc il faut le faire. Et on a tout pour le comprendre en un instant, quoi. Tu conseilles ça à des débutants ou pas? Moi, j'ai fait... Allez, en toute franchise. En tout cas, j'ai fait comme Benjamin par le passé. Bon, après... Non, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt puisqu'on peut le faire. Bien sûr, on a les métadonnées, on n'a pas besoin de... on a les données puis on est sûr que c'est parfait. C'est ça. Enfin, que c'est la réalité, parce que moi, j'avais souvent des problèmes j'avais noté vue 1, puis après, j'avais une vue, je sais pas quoi, 0E1A. Ça... Et je dis, mais alors là, j'étais sûre qu'à cette vue-là, j'avais fait ça, donc alors là, je comprends pas. Bon, bref, j'ai commencé comme ça. Aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on voit directement ce qu'on fait et qu'on a donc toutes les infos de comment a été prise la photo qui s'affiche à la prise de vue, et on peut aussi les retrouver finalement sur les ordinateurs. Donc, beaucoup plus simple de faire ces tests. Après, moi, ce que je dis souvent aussi en formation, c'est qu'au début, c'est vrai, j'ai la réflexion, faut que je fasse déjà 7 réglages avant de commencer à faire une photo. Alors, les réglages, je parle aussi pas ceux de l'expo, mais la balance des blancs, ça peut être le style d'image, le mode de mesure de la lumière, voilà. Il y a d'autres choses encore à régler. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça peut sembler beaucoup, mais je pense que vraiment, déjà, le nerf de la guerre, c'est sensibilité, ISO, vitesse, diaphragme, surtout quand on commence. Après, on peut s'en rajouter un peu avec la balance des blancs et compagnie, mais au départ, c'est surtout ce genre de choses-là. Et puis, ce qui peut sembler, je dirais,
compliqué au départ, qui effectivement demande une petite réflexion, une gymnastique dans sa tête. Après, ça devient quasi automatique. Mais oui, avec la pratique, c'est comme le vélo ou la guitare, je sais pas, apprendre des gammes ou assimiler les couples de vitesse sur son dérailleur. Au début, forcément, on y pense, on regarde, on se dit ça croise pas, machin. Et puis au bout d'un moment, ça devient tout simplement instinctif, quoi. On conclura là-dessus. Faites de la photo en mode manuel. Merci beaucoup, Aurore, pour Avec toutes tes plaisir. explications.